Oui, oui, c'est elle, la comédienne numéro 1 au box-office du cinéma français. 2 ans à la Comédie Française, 5 pièces, Gibson, Achard, Miller, une comédie musicale, un opéra de Stravinsky à la Scala de Milan et 49 films. Vadim. Il est de barbe. C'est comme Marco Ferreri, le metteur en scène. Visconti. Tu vois, ça c'est vraiment mes cheveux, tu vois, ça me va très bien. Comme ça j'aime bien. Je fais une vilaine tête. J'étais aveugle. Encore et souvent, Visconti, Ferreri, Carnet, Lelouch, Caillatte. Ça c'est Rotissimo. Ça c'est le film d'Audiard. Tiens, ben, ça c'est Mon air d'aimer, tu vois. Finalement, c'est au cinéma. Vraiment la première fois que je me suis coupé les cheveux très courts, comme du temps de Cocteau. J'y pense toujours d'ailleurs. La petite qui m'appelait. La petite ou la môme? Oh, qu'est-ce qu'il était rigolo. Annie Girardot tourne actuellement son 50e film, Juliette et Juliette, sous la direction de Remo Forlani, avec pour partenaires Marlène Jobert et Pierre Richard. Nous avons eu 5 prix, nous avons été sélectionnés pendant 20 minutes, comme vous ne l'avez vu nulle part, je vous le dis, je le signale. Voilà. Alors, après 50 films, vous êtes un peu surprise du comportement du monde du cinéma vis-à-vis de vous? Non, je suis pas, je suis surprise, oui. C'est vivre pour vivre. Pour vivre, on répond présent quand on sent le présent qui nous semble impatient. À chacun sa vérité, le présent, le passé vont bien s'y retrouver. Et si l'on garde le désir, au moment de choisir, de plaquer l'avenir, c'est vivre pour vivre. J'ai le cœur qui se prolonge, il absorbe mes mensonges quand je plonge au fil de mes amours. Mais la vie reprend son cours dans le courant de mes jours. Mon cœur s'y lave toujours quand je l'appelle au secours, au secours. Quand de New York à Paris, on peut changer sa vie en 7h30. Quand de Paris à Amsterdam, on ne fait plus qu'un drame de la vie d'une femme. Et quand par orgueil ou passion, un voyage en avion remet tout en question, c'est vivre pour vivre. Vivre pour vivre. Alors attends, minable. Je vois Robert, avec qui j'étais bien à ce moment-là. Les gros esprits, moi. Robert, c'était l'histoire de Maléché, c'est que Davidoff est allé faire un voyage à Cuba. Comme ça. On le mouille un peu. Elle est allée voir Bernard Fresson, Daniel Boulanger et Michel Fugain, Annie Girardot, peut-être une comédie musicale. On va s'embrasser. Mais bonne Juliette.
Ursule. Lui, c'est Grelu. C'est un film de Serge Corbert que nous allons tourner en septembre. Hein, Grelu? Oui. Fais pas chier, Grelu. Allez. Voulez-vous que j'en tourne une? Tournez-moi une, Grelu. Voilà. Ça commence comme le début d'un film qui se passerait dans un grand château. Dans un grand château où habiterait un grand seigneur spirituel, cynique et élégant, aimant les chiens et le luxe, le vin vieux et les femmes jeunes. Si vous étiez le metteur en scène de ce film, vous choisiriez à coup sûr pour jouer le rôle du grand seigneur Jean-Claude Brialy. Eh bien, le voilà, justement. Jean-Claude Brialy interprétant son propre personnage, un de ses grands succès, dans un décor qui lui appartient. Ce château, c'est sa maison. Le feu, les flambeaux, tout cela semble un peu théâtral. C'est que chez Jean-Claude Brialy, le théâtre et la vie quotidienne mélangent leurs quiproquos, et ça depuis le jour où le public le découvrit dans le premier succès de la nouvelle vague, Le Beau Serge. Je crois qu'il faudrait que tu la quittes. Mais t'es fou. Mais Yvonne, je l'aime. Peut-être, mais tu n'es pas heureux avec elle. Alors? On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Personne t'a demandé une omelette. Bah oui, mais moi je peux pas m'en passer. Bon bah sur ces bonnes paroles, je vais bouffer, moi. Attends-moi! Avec Claude Chabrol encore, l'année suivante, il tourna Les Cousins. Bravo, monsieur Charles, vous ne laissez pas faire. Oh, vous, maman, ça va, hein? Vous n'avez pas honte de dresser les cousins l'un contre l'autre? Puis moi, j'ai faim. Au lieu de rester planté devant le téléphone, fais-nous chauffer un peu d'eau pour le café. Paul, sois gentil, fous-moi la paix. Oh, mais c'est qu'il est de mauvaise humeur, le petit. Charles, je passe des nuits à envier le bonheur qui t'attend. Tais-toi, j'ai tout perdu. Oh, mais tais-toi, tête de lard, t'as rien perdu du tout. Du temps, quoi, c'est tout. Une fille puis un examen, c'est pas le bout du monde, hein? Oh, meine Mutter. Wo bist du? Ich bin ein armer Soldat. Allein. Ganz allein. Ohne Freund. En quelques années, les plus célèbres comédiennes sont devenues ses partenaires. On ne disait plus « Il n'est pas mal, le petit Brialy ». On disait « Jean-Claude est merveilleux ». Présence, charme, autorité, il est bien difficile de l'imaginer faisant autre chose que son métier. Les quartiers de Paris, où vous risquez de le rencontrer, sont chargés de souvenirs. Car cet homme au goût du jour a le goût du temps passé. Il aime les belles choses et tout ce qui peut le faire s'évader de la vie quotidienne. Il aime le baroque, le curieux, le jamais vu, et tout ce qui peut l'éloigner de la banalité, exception lui-même, il aime l'exceptionnel. Nous passons les ponts de la Seine à la hauteur de l'île Saint-Louis. Nous sommes dans un restaurant qui lui appartient, l'Orangerie. Restaurant à la mode, dont il aime à surveiller lui-même la qualité des détails. Là viennent souper des vedettes qu'il retrouve avec plaisir quand il a lui-même fini sa soirée, jouant son personnage au feu de la rampe des chandeliers de la table. Alors, patron, tout va bien? Très bien. T'as eu du beau monde? Oui, Marlène Dietrich est venue hier soir. Elle a chanté, non? Non. Elle a mangé beaucoup? Oui. C'est bien. Et puis? On a eu Warren Beatty et Julie Christie. Ah, elle est jolie? Divine.
très belle. Oh, je ne veux pas savoir. Ah bon. Et puis il y a Brigitte Bardot qui est venue aussi. Bon, bah, je vais aller faire mes grimaces. Je te vois à minuit. D'accord. Avec des cravates. Ouais. Oui. Alors, tout à l'heure. Les 3 coups. Mais avant que le rideau ne se lève sur la scène du théâtre Marigny, voilà qu'il se lève dans la loge de Jean-Claude Brialy. Une loge, très souvent, c'est un placard, impersonnel, où Othello abandonne pour quelques instants sa cravate et sa veste. Brialy, lui, s'est constitué un univers précieux, car rien de ce qui est théâtral ne doit lui échapper, et les images de ceux qui l'admirent sont là, comme s'ils étaient spectateurs de la comédie du comédien. Pour Jean-Claude Brialy, être lui-même, c'est justement ne pas l'être. Avec Micheline Prel, il joue La puce à l'oreille, un vaudeville de Feydeau. Il interprète 2 personnages différents, un valet de chambre sordide et un bourgeois élégant. On dit d'un comédien d'habitude qu'il se dédouble. Eh bien, Brialy se détriple. Et regardez, regardez la cavalcade de la scène aux coulisses qui ajoute à la fatigue physique de 2 grands rôles la gymnastique épuisante de ces changements de costume. Le pont rouge! Mais il ne s'en plaint pas, trop heureux d'offrir le meilleur de lui-même à cette passion qui le dévore, le plaisir de plaire. En plein cœur de Paris, entre l'Opéra et le Louvre, caché derrière le Théâtre Français, une oasis de paix, un havre de silence, le jardin du Palais Royal. Perspective des galeries que l'architecte Louis construisit pour Louis-Philippe d'Orléans. Noblesse antique des colonnades, classicisme du tracé du jardin lui-même, tout nous ramène au passé. Construit en 1632 par Le Mercier, sur ordre du cardinal Richelieu, qui en fit don avant de mourir à Louis XIII, le palais cardinal devint palais royal. Rien ne subsiste de la construction originelle que le jardin paisible comme aujourd'hui. Il n'en a pas été toujours ainsi. Déjà foyer insurrectionnel à l'époque de la Fronde, le jardin en 1789 est un haut lieu de l'agitation, une sorte de club révolutionnaire. Dans les cafés autour, on vote des pétitions. Citoyens, il ne nous reste plus qu'à courir aux armes. Ainsi harangue la foule Camille Desmoulins, le 13 juillet 1789, quelques heures avant la prise de la Bastille. Après le torrent de la Révolution, la grâce facile du directoire. Le jardin est un lieu de promenade, de rencontres, de mauvaises rencontres. Ne dit-on pas que le jeune Bonaparte y a pris l'amour? La fièvre des clubs est tombée.
Les piques des révolutionnaires ont disparu. Le seul décapité est une statue de pierre. Les perspectives nous basculent dans le temps. On aimerait accompagner Rastignac, le héros de Balzac, dans sa recherche des filles galantes et des maisons de jeu. 1830. Nouvelle agitation. Nouvelle révolution qui amène la monarchie de Juillet. Louis-Philippe rentre à une destination plus bourgeoise, jardins et galeries, flâneurs, commerces, boutiques, petits métiers. Le jardin se réveille au son du canon en 1848. Puis les événements l'oublient, il retrouve son calme, son mystère, son innocence. Le jardin ignore son voisinage immédiat, cour d'honneur, Conseil d'État. Il se garde pour les enfants, les amoureux, les poètes. Depuis Paris de ma fenêtre, qui date de 1942, elle ne cessa d'écrire jusqu'à sa mort. En pays connu, Paradis terrestre, lettre à Marguerite Moreno. Jean Cocteau fit son éloge funèbre dans le jardin du Palais Royal dont il fut le génial enchanteur. Rien n'a bougé dans la chambre du poète qui avait apprivoisé la poésie sous toutes ses formes, comme l'oiseleur, les oiseaux. Je n'aimerais pas quitter cette chambre, disait-il, je regretterais ses lanternes, ses galeries, ses perspectives, ses colonnades, à cause d'un charme, au sens exact du terme, qu'exerce le Palais Royal. Ce magnifique domaine provençal est une revanche. La revanche d'un homme sur les années sombres de son enfance. Il a été payé de cris de révolte, d'œuvres noires et rouges. Aujourd'hui, comme Picasso, Bernard Buffet, le peintre le plus singulier de la génération d'après-guerre, possède son château dans l'admirable campagne d'Aix-en-Provence qui inspira Cézanne. Aujourd'hui, Bernard Buffet peut tout se permettre. À 36 ans, il a répondu à toutes les questions. Pour l'heure, Château-Larc est une sorte de musée d'entomologie hanté d'insectes géants que l'on dirait conçu pour quelques films d'épouvante. Bernard Buffet vient d'inventer une sculpture peinte, réalisée à la manière des vieux avions, armature de bois ou de métal, revêtue de bandelettes de toile.
Et les amateurs s'arracheront cette nouvelle et insolite production à prix d'or, sans émettre le moindre doute sur sa valeur. En créant ces monstres, le peintre est resté fidèle à sa conception du monde. Cette vie sèche, réduite à l'essentiel, que l'on appelle un insecte, est l'image même d'un art aigu, dépouillé et noir. Bernard Buffet châtelain, Bernard Buffet marié et heureux, a conservé son inspiration de peintre maudit. Il est resté l'enfant d'une génération qui a inventé la philosophie de l'angoisse. Les fauteuils profonds, le whisky, les disques rares sont des tranquillisants. Ils ne sont pas des remèdes capables d'étouffer le mal à la source. Et le peintre reste prisonnier de ses tourments, de ses recherches artistiques. Lorsque la femme écrivain Annabelle se penche sur le passé de son illustre époux, elle peut constater des changements, mais pas d'évolution profonde. Buffet a peint d'emblée du Buffet. Dès sa fameuse crucifixion, qui date de 1951 et fit sensation à l'époque, il avait atteint à sa maîtrise actuelle. Le voyage à New York n'a eu sur lui aucune influence. Il n'existe pas de Buffet de la période New York. Il y a simplement un New York vu par Buffet, qui fait dire aux gens, tiens, c'est vrai, New York, c'est un Buffet. Vers 1955, quelqu'un eut l'idée de faire décorer des réfrigérateurs par des artistes en renom. Seul, Bernard Buffet parut avoir conscience du fait qu'un réfrigérateur est une machine à conserver les natures mortes. Il n'avait pas oublié l'époque de la vache enragée, où les peintres faméliques n'ont d'autre ressource que de fixer sur la toile un lapin écorché ou 3 pommes sur un compotier. Heureux ceux pour qui ces pommes deviennent un sésame et ce lapin un buffet. Trois fois heureux, ceux qui de leur vivant peuvent échanger les maigres modèles de leur début contre un château. Les confrères moins fortunés ont tort de jalouser Bernard, dit Annabelle. Non seulement parce qu'il est le fruit de ses œuvres, mais surtout parce qu'il les venge tous. Avec Picasso, Bernard Buffet est l'exemple rassurant de l'art qui paie cash. Alors que bien des impressionnistes, peintres de la douceur de vivre, sont morts dans la misère, on voit les peintres d'une époque angoissée vivre dans l'opulence. Pourtant, Buffet n'a pas à pâter son époque avec du miel. Il l'a solidement ferré à l'hameçon. Entre les touches voluptueuses de l'impressionnisme et ses angles aigus, qui écorchent l'œil et la croche, il y a toute la distance qui sépare le monde ancien du monde atomique. Le châtelain de Châteaulart est entré dans la maturité avec un patrimoine et un bagage dont peu d'artistes peuvent se prévaloir à son âge. Il est encore trop tôt pour dire si un nouveau Bernard Buffet surgira de cette solitude à deux en Provence, mais on sent déjà que le révolté s'humanise. En face de la somptueuse tour d'ivoire, il est un lieu de retraite, une petite chapelle interdite aux curieux où nous avons eu le privilège d'être admis. Cette chapelle, Buffet l'a entièrement décorée de sa main. Avec l'œil aigu d'un chirurgien,
Muni d'un scalpel impitoyable, il a pour ainsi dire disséqué le plus grand drame de l'humanité. Cette œuvre cristallise de longues années de révolte et de doute. Elle est aussi un constat. L'espoir n'est pas un vain mot. Ainsi, Bernard Buffet a réussi à exorciser les fantômes de sa jeunesse. Nous attendons avec impatience et curiosité l'œuvre de sa maturité. Jean-Louis Trintignant, 42 ans, 23 ans de carrière, 55 films et une trentaine de pièces de théâtre. Il est tard. Où est cette chambre? Nulle part. Comment, il n'y a pas d'autres pièces? Si. Mon cabinet, le salon d'attente, la chambre de ma fille et celle de la bonne. L'espagnol est très prude. Mais Vidal le savait? Bien sûr. C'est pour ça qu'il est parti furieux. Ne faites pas le gamin. Venez vous coucher près de moi. Sur la couverture, si vous voulez, ou dans les draps, si je ne vous répugne pas trop. Je peux prendre le fauteuil. J'ai pas toujours choisi. Pendant des années, on m'a choisi. Mais depuis 5, 6 ans, 7 ans même, je choisis à peu près. Je suis responsable de tout ce que j'ai fait. Et je choisis surtout un metteur en scène, plus qu'un scénario et surtout plus qu'un rôle. Les rôles ne m'intéressent pas. J'ai pas du tout le goût de faire un beau rôle dans un film. Je choisis plus un metteur en scène pour sa personnalité, pour l'intérêt qu'il peut représenter. Vous avez déjà été condamné? Oui. 4 fois. Oui, 4. Gendarme illégal, injure publique, vol sans effraction et viol. Viol. Oh, enfin, pas vraiment, j'étais militaire dans un camp de scout. Et je crois que j'ai raison, parce que finalement, un metteur en scène intéressant ne fera jamais un film médiocre. Il pourra louper son film, mais il ne fera pas un film médiocre. Je pense que vous êtes communiste. Moi, et vous, les Gagos aussi, parce que vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé, sûrement. Tu me fais penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais. Mais je déteste les communistes. Les paroles ne m'intéressent pas, je veux des preuves. Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase. Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis. Et Yago. Yago aussi. Comment s'appelle-t-elle? Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Ah. Alors tu dis petite conne, tu crois qu'elle est partie, tu montes dans ta bagnole et elle revient. Je croyais qu'elle revenait avant que je remonte en voiture. J'ai le temps de remonter en voiture. Ah, t'as le temps de remonter en voiture et de repartir même. Et vos voitures, Ah oui, tu les vides parce que... Faut pas que ce soit trop long. Hein? Faut pas que ce soit trop long. Non. On le fait dehors debout dans la voiture. Ah, debout, hein. Et c'est beau, il y a une espèce de mur à côté de la grille qui est d'un verre un peu passé, un peu pourri comme ça. Bien aller voir là.
Ce qu'il y a, c'est que comme elle ne conduit pas bien, elle revient avec sa voiture. Il faudrait que ce soit toi qui les dis. Ah bon? Bah oui, comme elle ne conduit pas bien, on va pas se faire un accident, hein. Sous la direction de sa femme, Nadine Trintignant, il tourne Défense de savoir. Non, mais elle le savait, on aurait été comme ça. Et Oui, pardon. Qu'est-ce que mon frère aurait à faire là-dedans? Mon père, vous avez qu'à voir mon père. Comment ça se passe de tourner avec sa femme? C'est une situation très facile, sans problème. Moi j'ai un grand respect des metteurs en scène, j'ai un grand respect de ma femme, ça fait un double respect. Non, c'est sans problème du tout. Et pour la première fois à l'écran, Marie, la fille de Jean-Louis et Nadine. Monique, t'as des trucs pour laver Marie, elle est dégueulasse. Bon, allez, tout le monde en place. Tu vois? Mais non, tu le mets dans le plan. T'as rien compris? T'arrives. Comme ça, t'arrives. Dans la conception du cinéma, oui. Tu en as une que tu peux exprimer? Pas aussi rapidement, mais j'ai beaucoup d'idées sur le cinéma. Je réfléchis depuis très longtemps. Je me suis intéressé à la technique depuis vraiment très longtemps. Et j'ai fait un premier film maintenant, à plus de 40 ans. Mais ça faisait un moment que j'étais prêt. J'ai beaucoup travaillé techniquement. Ça m'intéresse énormément la technique. Et je ne suis pas un vrai acteur, je suis plus un metteur en scène refoulé. Défoulé maintenant. Qu'est-ce que je vous ai fait? Enfin, lâchez-moi! J'ai été peut-être un peu par hasard dans les films qui ont le mieux marché aux États-Unis depuis ces 20 dernières années, c'est-à-dire Et Dieu créa la femme, Un homme et une femme, Z, et puis Le conformisme, Manu Chemut, qui n'ont pas été des succès aussi importants d'un point de vue commercial, mais qui ont eu un gros impact aux États-Unis. Mais c'est un peu par hasard. J'ai rien fait pour. Les cafés de mon village, tout le monde les connaît. Mais son clocher, le reconnaissez-vous? Paris, Saint-Germain-des-Prés. Dans cette rue étroite qui ne conduit nulle part, où mes voisins sont marchands de bibelots, d'objets d'antiquité, de tableaux, et même de crêpes bretonnes, j'ai mon magasin à musique, mon grenier sur rue. Mes clients sont les derniers musiciens du trottoir. Celui-ci du Pont des Arts où il dispense des bouffées de rêve aux passants vient chez moi de temps à autre. Vous arrivez, mon père Victor. Il arrive, monsieur, la musique ne marche plus. La musique est décraquée? Oui, c'est décraqué complètement. Mais comment ça s'est fait? Vous savez pas? Faites voir un peu. Allez-y. C'est une note qui corne, ça. C'est une note qui corne. C'est une note qui corne. Oui, oui. Bon, bah attendez. Ah bah oui, c'est derrière. Reste sur les pilotes. Les orgues de Barbarie ne sont pas que les instruments de nos derniers musiciens ambulants. Ils sont aussi la convoitise de passionnés qui retrouvent les rêves de leur enfance ou d'un temps qu'ils auraient aimé vivre.
à la recherche des anciens instruments. Eux aussi sont à la poursuite d'un rêve en forme de film sans parole. Bonjour monsieur, avez-vous les pianos mécaniques? Quel genre de piano cherchez-vous? Avec des gros cylindres pointés ou à rouleau de papier? Non, non, avec les rouleaux de papier. Ah, ce modèle, oui, je vais vous montrer. Tenez, si vous voulez passer par là. Ça, c'est une marque française ou étrangère? Non, c'est un piano allemand. Ah bon? Un piano allemand. Mais j'ai une petite rouleau ici. Est-ce qu'on peut faire marcher dedans? On va regarder. Oui. Ah bon. Allez. Et est-ce qu'on peut l'entendre? On va le faire marcher. Mais voyez-vous, ce sont toujours les automates qui déchaînent les plus grandes passions. Du vrai tabac, de la vraie fumée, une ingénieuse machinerie donne à ce personnage les attitudes d'un de ces êtres qu'on n'entrevoit que dans les rêves. Mais oui, le bois. Illusion, réalité, qu'importe. La boîte à musique reste la reine de mon bric-à-brac. Sans elle, mon grenier sur rue ne serait plus celui du rêve. Et vous n'avez pas tout vu, tout entendu.
s'appelait lui-même Jean Loiseleur, poète et magicien. Nous venons de le voir avec le peintre Salvador Dali. Le voici en 1954 avec Francis Poulenc, Darius Milhaud, Germaine Taillefer, Arthur Honegger, Georges Auric. Il était, Jean Cocteau, un des plus grands poètes français contemporains. Le voici 40 ans auparavant avec ses mêmes amis du groupe des Six, cette pléiade de musiciens qui l'a accompagné vers la gloire. Cocteau disait qu'il avait l'âme comme les acrobates ont le corps, disloqué, infini et multiple, l'image même de son visage. Dessiné par Picasso, peint ici par Modigliani, son visage dessiné par Jean Hugo ou par lui-même, enfin. Cocteau, acteur, vivait en perpétuelle métamorphose, que ce soit sous les traits de l'ange Heurtebise ou sous le masque du baron fantôme. Une prodigieuse faculté de création situait Jean Cocteau très loin en avant de ses contemporains. Tout semblait facile dès lors qu'il y touchait. Et pourtant, cet aveu fait à Colette. Ma Colette, tout ce qu'on fait est difficile. Ce qui est admirable chez toi... Cocteau ne souhaitait pas être le premier dans une société avec laquelle il savait prendre ses distances. Il voulait être autre, en marge, une sorte de franc-tireur. Mais lorsqu'il regardera vers l'Académie française, cela rassurera les uns et inquiétera les autres. Il y entrera sur une pirouette et annoncera, afin que nul ne s'y trompe, que la mort change bien vite un académicien en fauteuil. Cocteau ne sera décidément pas un académicien comme les autres. Le voici avec Picasso, son compagnon de toujours. Pour ce touche-à-tout du rêve, l'art naît d'un crime, le massacre des habitudes, et ce crime, il le perpétue dans tous les domaines. Le voici avec Serge Olifard, il s'intéresse à la danse, en règle des ballets. Avec la grande comédienne Ingrid Bergman, il consacre la victoire du cinéma. Il est le premier poète ayant compris l'importance de l'écriture cinématographique. Ces Rennais écrivant, il faut avoir l'âge de Cocteau pour faire un film jeune. Le cinéma, pour lui, est le seul véhicule de poésie propre à conduire le spectateur dans des domaines où il n'était mené que par le sommeil et le rêve. Des rêves qui s'intitulent Le sang d'un poète, Orphée, La Belle et la Bête, Le Testament d'Orphée. Je te dirais que ce n'est pas une chose dont nous puissions parler utilement maintenant parce que toi, tu as une espèce de névrose du travail et de l'invention. Cette névrose a conduit Cocteau à devenir le seul grand écrivain dont on puisse dire qu'il fut un grand peintre. Parmi ceux qui l'engagèrent dans cette voie, Matisse. Matisse m'avait dit, si vous faites un mur, vous en ferez d'autres. J'étais venu passer quelques jours chez Madame Besveller et ces quelques jours ont été finalement 8 années. J'ai dessiné à gauche, j'ai dessiné à droite, j'ai dessiné plus loin, et toute la maison est tatouée, la peau de la maison est tatouée par moi. Que ce soit sur les murs de la villa Santos-Spire à Saint-Jean-Cap-Ferrat, que ce soit sur les parois de l'église de Villefranche-sur-Mer ou sur ceux de la chapelle de Saint-Pierre, Cocteau s'abandonnait à l'exubérance du trait et de la couleur qui était pour lui une manière différente de nouer l'écriture. Jean Cocteau, un poète qui vivait très au-dessus des moyens de son époque.
Thank you.